Il était une fois une île complètement perdue dans une mer sans repère qui n'avait pas été portée sur les cartes et sur laquelle les navigateurs ne s'étaient pas enhardis d'y aller. Et c'était même pas hydrographié, vous voyez. Donc c'était une île perdue, etc. Et on croyait qu'elle était déserte, mais pas du tout. Il y avait des hommes et des femmes qui avaient abordé sur cette île, et sur cette île, ils avaient créé une société extraordinaire, une société pacifique, une société harmonique, une société où il n'y avait pas de violence, où les hommes ne battaient pas leurs femmes, etc., où il y avait une égalité entre les sexes, où il y avait une sorte de paix sociale sans violence, etc. Et cette île, c'est très simple, elle s'appelait Utopie. Et Utopie, ça avait deux sens, ça avait deux idées. L'idée que la société idéale était impossible et par conséquent, elle était reléguée à l'état d'utopie, vous voyez. Mais que d'autre part, utopie, si on déchiffre le sens du mot, U veut dire non et topos veut dire lieu, non-lieu. C'est-à-dire, elle est nulle part. Et c'est bien ainsi que j'ai décrit la situation de l'île. Elle était nulle part, dans une mer inconnue, qui n'était pas hydrographiée, etc. Donc elle était nulle part. L'homme a mis le pied partout. Il n'y a pas de lieu du monde où ils ne sont pas allés, etc. Et par conséquent, il n'y a plus d'îles désertes, il n'y a plus d'îles perdues, il n'y a plus de mer non hydrographiée, il n'y a plus de continent oublié, il n'y a plus de désert. Et par conséquent, il faut inventer un autre mot pour inventer l'idée qu'on pourrait peut-être créer ou projeter une société idéale, une nouvelle société. Alors bien entendu, utopie voulant dire nulle part, eh bien j'ai pris le contre-pied d'utopie puisque nous sommes allés partout, et partout, ça se dit pantopie. Petite poussette, elle parle le pantopique, si j'ose dire, vous voyez. Et je vais vous faire voir comment elle le parle. Lorsque nous parlons, et c'est le cas aujourd'hui, je vous parle, on fait très attention au sens qu'on envoie par la phrase à la personne à laquelle on s'adresse. Et bien entendu, c'est le meilleur dialogue possible. Mais c'est rarissime qu'on fasse attention aux mots qu'on utilise. Et je vais vous en donner un exemple. Par exemple, quand nous disons maintenant, on fait allusion aux choses qui sont présentes, cette bouteille, ma collaboratrice à côté de moi, vous-même, ceux qui sont devant moi, présents. Ah oui, mais on oublie complètement ce que signifie le mot maintenant. Ça veut dire main tenant, tenant en main, tenant en main. Et voyons, qu'est-ce que Petite Poussette tient en main? Cet objet que vous connaissez parfaitement. Elle a communication avec tous les lieux du monde, Pantopie, c'est-à-dire avec Google Earth ou avec le GPS. Elle peut aller n'importe où, y compris dans des pays où elle n'est jamais allée. Je ne sais pas moi, le Labrador, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Guinée, n'importe où. Hein. Elle a l'espace virtuellement à elle, pantopique. D'autre part, elle a toutes les informations du monde par Wikipédia et autres moteurs de recherche. Et donc, elle peut dire, ce qui est étonnant, elle peut dire maintenant, tenant en main le monde. Maintenant, tenant en main le monde. Les lieux, les personnes, l'information. Hein. Et alors maintenant, je vais à l'utopie, à la pantopie, si vous voulez. C'est-à-dire, je vous pose la question de savoir qui, dans l'histoire, pouvait dire éventuellement, maintenant, tenant en main le monde, pour moi. On peut répondre à cette question vaguement, on peut dire, je ne sais pas moi, Alexandre le Grand, encore ce n'était pas tout le monde, je ne sais pas moi, Jules César peut-être, Auguste, empereur de Rome, puisque Corneille lui fait dire dans Cinna, je suis maître de moi comme de l'univers. Hein, Louis XIV peut-être, un milliardaire chinois, je ne sais pas. Des personnes exceptionnelles, rarissimes. Aujourd'hui, 3,750 milliards de petites poussettes peuvent dire maintenant, tenant en main le monde. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire récemment. Je suis vieux quand même, je n'ose pas dire mon âge. Mais enfin, tout de même, lorsque j'étais plus jeune, les gens que je révérais et qui étaient, disons, mes maîtres, et qui avaient la plus grande culture, le plus grand horizon, la vision du monde la plus large, c'était des gens qui avaient comme passé, je ne sais pas moi, 4000 ans.
vous vous rendez compte ce qui s'est passé depuis? L'horizon, enfin, le passé que Petite Poucette a derrière les épaules. Vous vous rendez compte que depuis lors, on a appris que le Big Bang avait eu lieu il y a 15 milliards d'années, que la Terre s'était formée il y a 4 milliards d'années, que la vie s'était formée il y a 3 milliards 800 millions d'années, que les espèces étaient arrivées, avaient évolué une après l'autre, étaient nées, avaient évolué, avaient disparu parfois, etc. Que l'homme était arrivé d'abord il y a 4 millions d'années sous l'espèce de quelques anthropopithèques, vous voyez, et du coup, tout change. La culture change, l'histoire change, la vision du monde qu'on peut avoir s'est complètement transformée. Par conséquent, j'aurais pu appeler Pantope, puisque je parlais de l'universalité dans l'espace, j'aurais pu l'appeler Panchrome, la panchrone, c'est-à-dire la totalité des temps. Et donc c'est ça que je veux dire, je veux décrire depuis plusieurs livres, cette bascule, cette évolution profonde que nous sommes en train de vivre. Quelles sont les différences colossales qui se sont passées dans les 40 dernières années? Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Moi, je ne sais pas, j'ai été en Bretagne il y a maintenant 50 ans. J'ai connu une Bretagne exclusivement rurale, comme ma Gascogne natale. On avait tous les pieds dans le fumier, point final. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, 5 ans après, il y a 1% de paysans. Nous étions 75% de paysans, nous sommes 1% de paysans, 0,8% exactement. C'est une révolution considérable, totale. Autre révolution. Lorsque je suis né, vous me direz il y a très longtemps, d'accord, mais enfin quand même, nous étions sur la planète moins de 2 milliards d'habitants. Moins de 2 milliards d'habitants. Est-ce que vous connaissez une vie humaine dans l'histoire pendant laquelle la démographie mondiale s'est multipliée 2 fois par 2? 2 fois de 4 fois de 8, nous sommes aujourd'hui 7 milliards 800 millions. Et c'est-à-dire augmentation verticale de la population mondiale. Et c'est un changement qui ne s'est jamais passé dans l'histoire. Savez-vous qu'aujourd'hui, une femme de 60 ans est plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1700? Je répète, une femme de 60 ans aujourd'hui est plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1700. C'est un changement de société dont on n'a pas idée, ma chère. Donc, Petite Poucette arrive au moment où ces révolutions ont déjà eu lieu, vous voyez, où ce bloc humain, cette masse, etc., ce n'est plus le même monde à cause de l'agriculture, ce n'est plus les mêmes hommes à cause du nombre des gens, ce n'est plus la même vie, la même mort à cause de l'espérance de vie, ce n'est plus la même économie du point de vue des transformations. Nous ne sommes plus, c'est plus pareil, vous voyez ce que je veux dire? Je reprends encore Petite Poucette comme exemple. Combien de parents me disent j'ai 2 petites poussettes, et combien d'enseignants me disent ah moi j'ai 40 petites poussettes dans ma classe, et vraiment elles se conduisent exactement un peu de la manière dont vous parlez. Il y a en effet aujourd'hui une nouveauté radicale de la génération en question, et c'est pas pour rien que j'ai écrit Petite Poucette. C'est pour aider les enseignants aussi bien que les parents, aussi bien que les gosses. Et toute la question est de comprendre ce qui se passe dans cette tête-là. Et il se passe des choses complètement nouvelles dans cette tête-là. Ouvrez l'ordinateur que j'ai en main. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ordinateur? Une mémoire colossale, d'accord? Des images par milliers, si je veux, et des opérateurs qui me permettent de résoudre des questions que je ne pourrais pas résoudre par moi-même, quelquefois. Il y a même des logiciels qui traitent des problèmes extrêmement compliqués. Or, quand j'étais en classe de philo, dans le manuel de philosophie qu'on nous distribuait en classe, il y avait un chapitre qui était de la connaissance humaine. Et il y avait écrit « La connaissance humaine se divise en 3 facultés », on appelait ça des facultés, la faculté de mémoire, la faculté d'imagination et la faculté rationnelle de résoudre les questions opératoires. Et il était bien évident que tout ça, c'était dans le système neuronal, dans la tête. Ah oui, mais maintenant,
Maintenant, Petite Poucette tient ça en main. Il y a la mémoire, les images, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle a sa cognition dans les mains. Elle n'a plus sa cognition dans la tête, elle a cognition dans les mains. Appelez votre ordinateur Saint-Denis maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Par conséquent, là, il y a une externalisation, une objectivation des fonctions cognitives qui est une nouveauté tout à fait extraordinaire. Vous voyez? Est-ce que c'est vraiment nouveau? Je ne suis pas complètement sûr. Recommençons. Les gens qui étaient historiens devaient savoir par cœur Hérodote, Thucydide, l'historien latin, l'historien grec, etc., parce qu'ils n'avaient pas accès aux sources, ils savaient par cœur. Mais un certain Montaigne a écrit des essais que vous n'avez peut-être pas lus, mais dont je suis sûr que vous savez par cœur une seule phrase dans les essais que tout le monde connaît par cœur, c'est « Je préfère une tête bien à une tête bien pleine hein ». Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce que ça voulait dire « Je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine ». Ça voulait dire que autrefois, j'avais la tête bien pleine parce que je devais savoir par cœur, si j'étais historien, tout ça. Mais maintenant, il me suffit d'avoir la tête bien faite parce que la tête bien pleine, elle est sur la librairie. Elle est chez Kermarek. C'est-à-dire, vous pouvez avoir de l'information. Tenez, tous les deux, tout à l'heure, on va se mettre ensemble parce qu'on a des problèmes avec la mécanique quantique. Je prends un exemple au hasard. Alors, on va taper sur Internet et on va voir tout ce qu'il faut sur la mécanique quantique. On n'y pige rien. On a l'information, on n'a pas le savoir. Alors, on téléphone à mon copain Tanucci qui a eu le prix Nobel, tu pourrais nous aider. Alors, on l'invite à dîner, il nous explique et lui, il nous apporte le savoir. Vous voyez, il y a une distance très, très intéressante entre le savoir et la connaissance. Vous voyez, entre l'information et la connaissance. Michel Serres, merci beaucoup. Merci. Oui.